Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une stratégie très puissante pour faire des bonnes affaires dans l'immobilier. Cette stratégie très puissante dans laquelle on va rentrer un petit peu en détail dans cette vidéo, c'est la stratégie des anomalies de marché. Donc les anomalies de marché, c'est ce qui te permettra vraiment de gagner beaucoup d'argent très rapidement et du coup d'atteindre très rapidement ta liberté financière. C'est ce que j'ai mis en place durant de nombreuses années, c'est ce que je mets continuellement en place lorsque j'investis dans l'immobilier et c'est aussi ce que j'inculque à tous les participants du mentorat, donc mon accompagnement individuel et aux participants du club privé aussi. Si tu ne sais pas ce que c'est une anomalie de marché, c'est tout simplement un problème qu'il y a dans ton marché immobilier. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout cohérent avec l'entièreté du marché immobilier peut-être dans lequel tu investis. Pour ça, je vais te donner pas mal d'exemples au travers de cette vidéo, donc des anecdotes personnelles de mes investissements perso et des personnes que j'ai pu accompagner aussi, où on a pu vraiment profiter d'anomalies de marché. Comme ça te permettra de comprendre un petit peu plus précisément ce qu'est une anomalie de marché, comment la détecter et comment l'utiliser à bon escient. Et qui dit aussi plus de rentabilité grâce aux anomalies de marché, dit un risque un peu plus grand. Donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux minimiser au maximum les risques tout en investissant dans les anomalies de marché. Comme je te le disais, les anomalies de marché peuvent être sur un bien très particulier, sur une copropriété, donc un bâtiment en lui-même, sur une rue, sur un quartier ou même sur une ville. L'anomalie de marché vraiment peut être de manière très précise ou un peu plus globale. Et première chose déjà pour que tu puisses détecter les anomalies de marché, c'est du coup de connaître parfaitement le secteur dans lequel tu vas investir, dans lequel tu vas prospecter. Plus tu connaîtras parfaitement ce secteur, plus ça te permettra de savoir si un type de bien, une rue dans ce quartier ou un quartier carrément est une anomalie ou non. Et si c'est bien une anomalie, n'hésite pas à foncer parce que du coup tu peux sûrement faire une très bonne affaire. Donc bien sûr, n'hésite pas à vraiment suivre toutes les tendances du marché. On le voit d'ailleurs très régulièrement que des quartiers par exemple populaires deviennent un quartier hype quelques années suivantes. Donc ça typiquement c'était une anomalie de marché auparavant qui finalement s'est avéré être un super bon investissement. Pour commencer, je vais te partager ma toute première anecdote personnelle du coup de mon tout premier achat immobilier. Donc c'était un achat-revente que j'ai pu faire grâce à une anomalie de marché. En fait, c'est un quartier qui avait une connotation très populaire à l'époque, donc c'était un super bon emplacement, un quartier qui était vraiment très bien situé, très proche de Lyon, avec un accès direct à Lyon par un tunnel, donc t'évitais tous les bouchons le matin, mais ce quartier avait mauvaise presse, avait une mauvaise image du coup depuis de nombreuses années, donc simplement parce qu'il était un peu populaire et c'était vraiment un petit quartier qui était enclavé dans plein d'autres quartiers qui eux à l'inverse étaient très plébiscités du coup par des familles ou des personnes qui avaient des bons revenus et simplement ce petit quartier, juste je me souviens le fait de mettre le nom de ce quartier dans l'annonce, dans la petite annonce immobilière, ça pouvait te permettre soit d'avoir très peu de visites parce que les personnes dès qu'elles voyaient le nom du quartier elles ne voulaient pas du tout y aller, soit de devoir mettre le prix du bien vraiment pas cher. Donc vraiment ce quartier avait une très mauvaise image. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vraiment analysé ce quartier en lui-même et je me suis dit, il commence à y avoir quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? C'est que progressivement, j'y suis allé assez régulièrement. J'ai essayé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Pourquoi, du coup, il y avait cette anomalie-là. Donc, un petit quartier au milieu de plein d'autres quartiers qui étaient beaucoup plus high, qui avaient beaucoup plus la cote, alors que celui-ci ne l'avait pas du tout. Et au niveau des types de biens, c'était relativement similaire, même si c'était pas forcément les plus jolis biens qu'il y avait dans ce quartier, mais il n'y avait pas non plus une grosse différence. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé vraiment de discuter un peu avec des commerçants, des coiffeurs, tu vois, ce genre de petits commerces de proximité pour essayer de leur dire « Ah bah tiens, c'est bizarre, comment ça se fait du coup que ce quartier, il a mauvaise presse, est-ce que c'est toujours d'actualité, les problématiques qu'il y a pu avoir, donc je sais pas, des dégradations, des vols, de la racaille comme ce qu'ils disaient à l'époque. Voilà, est-ce que c'est toujours d'actualité ?» Et c'est vrai que juste avant que j'achète, les personnes me disent on sent qu'il y a quand même une amélioration qui commence à arriver par rapport à ce quartier et du coup je pense que ça peut être intéressant. Et c'est là où je me suis dit ok, là on arrive dans un switch où c'est pas normal que ce prix de l'immobilier reste bas parce qu'on a tous les autres avantages des quartiers qui sont autour et c'est juste le nom qui porte préjudice quoi. Et du coup le fait d'avoir investi à ce moment-là où je sentais la tendance s'inverser, du coup c'est ce qui nous a permis un an après de revendre ce bien avec une très bonne plus-value simplement parce que en l'espace d'un an le nom avait complètement s'était dissocié en fait de cette image négative et devenu du coup un peu plus hype et le prix commençait à s'aligner sur les biens qui étaient autour. Donc c'était des biens qui étaient limite 50% moins chers que ce qui pouvait se faire dans les quartiers juste à côté et du coup le fait de juste
changer l'image du nom, et ben ça a permis du coup que le bien prenne beaucoup plus rapidement de la valeur. Donc ça, c'est vraiment une anomalie de marché qui est très intéressante. Et là, ce qu'il faut en retenir, c'est de toujours, une fois que tu as analysé une anomalie de marché sur éventuellement un quartier, de bien aller en local, de discuter avec les personnes pour voir un petit peu la tendance. Parce qu'après, il peut y avoir des anomalies de marché un peu comme celle-ci, mais c'est un quartier qui, à l'inverse, va dans le côté négatif et qui continue, on va dire, de perdre une belle image, ou qui continue de garder cette mauvaise image qu'elle a. Donc voilà, faire vraiment attention une fois que tu as découvert une anomalie de marché sur un secteur, savoir pourquoi c'est ça. Donc là, c'était vraiment historique, c'est parce qu'à l'époque, c'était pas bien, et voir l'évolution probable qu'il va y avoir au niveau de ce secteur, de ce que les personnes elles-mêmes ressentent. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de faire cette première très bonne opération. Deuxième anecdote, du coup, c'était dans le Vieux-Lyon, toujours pareil. En fait, le Vieux-Lyon, à un moment, c'était du coup quelque chose qui avait un potentiel énorme parce que c'était que des bâtiments de la Renaissance, donc magnifiques bâtiments. Et l'inconvénient de ça, c'est que c'était la ville de Lyon qui avait tout récupéré et qui avait mis beaucoup de logements sociaux. Toujours pareil, ultra bien situé, cœur historique de Lyon, mais vraiment très mauvaise image. Et du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai misé. C'était un propriétaire qui l'avait acheté sous une loi de défis qui avait été revendue, mais qui devait garder à l'époque en logements sociaux pendant X temps, donc avec un loyer capé et ainsi de suite. Et en fait, il me l'a revendu juste quand il avait fini les 10 ans, ou je sais plus combien de temps c'était, avec cette loi en vigueur, donc il y a quand même quelques années, ça date d'il y a à peu près 7-8 ans. Et du coup, il me l'avait revendu une fois qu'il avait le droit de le revendre et que sa défisque a été validée. Et du coup, là, je m'étais dit, c'est intéressant ce type de projet parce que tout le bâtiment lui-même était comme ça. Donc, c'était que des propriétaires qui avaient acheté 10 ans auparavant, peut-être un peu plus. Et beaucoup de bâtiments autour, c'était exactement la même chose. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que c'était un quartier qui était toujours pareil, pas très recherché, pas très prisé, parce qu'il avait une mauvaise image, parce qu'il y avait beaucoup de logements sociaux, et du coup les personnes n'aiment pas forcément ça, ceux qui veulent investir et ceux qui veulent surtout y habiter. Donc l'image, pareil, n'était pas super bonne, mais par contre, je sentais qu'il allait avoir un renouveau, parce que tous ces logements sociaux allaient repartir sur le marché qui était plus classique, et deux, c'est que je me suis renseigné aussi au niveau de l'urbanisme, au niveau de la mairie, c'est qu'il allait avoir énormément de changements et qui voulait vraiment mettre un coup de projecteur sur ce quartier qui avait un potentiel touristique énorme, étant donné que je te disais que c'était des bâtiments de la Renaissance et du coup une architecture qui était incroyable et quelque chose qui est quasiment unique au monde. Enfin, je me souviens que nous on l'avait acheté, on l'a loué un petit moment en courte durée, il y avait des Américains, il y avait des Australiens qui venaient, ils n'avaient jamais vu des bâtiments et des biens qui étaient aussi vieux. Là on parle vraiment de la Renaissance et eux leur pays est beaucoup plus récent. Donc vraiment il y avait un potentiel qui était incroyable et le fait de vraiment analyser ce quartier, analyser un petit peu tout ce switch qui allait s'opérer, du coup c'est ce qui m'a permis de le revendre quasiment 2 fois plus cher en l'espace de 1 an et demi. Donc tout simplement parce que je l'ai racheté très rapidement à une personne qui l'avait fait en défisque et qui s'en fichait un petit peu parce qu'il habitait pas sur place, et au final dès que je l'ai revendu en business parce que tout le quartier avait pris de la valeur, je l'avais exploité en courte durée à destination touristique parce que c'était un des quartiers les plus intéressants de Lyon. Et j'ai eu une opportunité de le revendre à une personne qui voulait reprendre l'affaire, donc je l'ai revendu en business. C'était une nouvelle anomalie de marché et c'est vraiment ça qui te permet, comme tu peux le voir, de faire des très bonnes plus-values, des très bonnes affaires, que ce soit à l'achat, à la revente ou même à la location, parce que du coup on pouvait le louer extrêmement cher. Je me souviens, il y avait même l'euro, on louait quasiment plus de 1000 € la nuit. Enfin, c'était vraiment des trucs qui étaient incroyables pour un prix d'achat à 140 000 €, tu vois. Donc vraiment pour te montrer le potentiel qu'il y avait, on l'a acheté 140 000 €, on l'a revendu plus de 240 000 en l'espace de 1 an et demi. Donc vraiment, il y a des gros potentiels à ce niveau-là. Ensuite, il y a des anomalies de marché qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus sectorisées. Tout ça, c'est par exemple une autre anecdote, c'était des toutes premières personnes que j'accompagnais. Donc une fois que j'ai commencé à avoir des résultats dans l'immobilier, certaines personnes ont commencé à en entendre parler, et avant même que je lance la chaîne YouTube ou l'agence immobilière B2B ou autre, et du coup, j'ai accompagné une première personne qui voulait faire exactement pareil, donc avoir une bonne affaire, faire une bonne affaire et avoir un bien qui est rentable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à lui trouver un bien. C'était une anomalie. En gros, à Lyon, il y a un arrondissement, donc le 3e arrondissement qui est proche de la Part-Dieu, et il y avait une rue qui était très passante et qui était la pire de Lyon. Et en fait, à chaque fois qu'on disait qu'un bien donnait sur cette rue, tout de suite, il avait une décote énorme, simplement parce que c'était une rue ultra passante de Lyon, très bruyante, et voilà, du coup, c'était vraiment pas agréable pour des personnes. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est d'analyser, c'est que
Tous les biens qui donnaient sur cette rue étaient aux alentours de 2000-2400 euros du mètre carré parce qu'il y avait cet aspect très négatif, donc cette anomalie-là de cette rue. Et par contre, tous ceux qui étaient dans le même secteur, même le même pâté de maison, en fait, mais qui donnaient de l'autre côté sur une rue qui était parallèle ou même côté court, et ben du coup, eux, les prix étaient plus aux alentours des minimum 4000 euros du mètre carré, simplement parce que tu n'avais pas cette connotation de cette mauvaise rue qui était très bruyante, très passante et ainsi de suite. Mais en tant que tel, l'arrondissement et même le quartier était vraiment très prisé des personnes parce que c'était vraiment très intéressant. Mais vraiment de manière très précise, au niveau de cette rue, c'était pas bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est dès que j'ai proposé du coup ce bien à mon premier client du coup, que je salue d'ailleurs, et que dès que je lui ai proposé, je lui ai expliqué, écoute, regarde, il y a cette rue, c'est ce qui justifie que c'est un prix qui est à 2400, parce que même lui, il était assez étonné du prix que je lui avais trouvé, et en fait je lui ai dit, il y a cette rue qui est vraiment pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que avant tout, je me suis dit, c'est pas normal en fait dans la politique de la ville qu'une rue reste comme ça, une politique de la ville de Lyon qui était plus d'espace vert, plus de tranquillité, plus d'électrique, plus de choses comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'urbanisme et j'ai regardé au niveau du PLU tous les projets qu'il y avait au niveau de la voirie, au niveau de tout ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils allaient voter, enfin ils étaient en train de voter, là ça venait d'être voté, mais c'était pas encore rentré en application, mais la destruction de cette avenue, donc ça allait plus être la grosse artère que comme tout le monde connaissait et fuyait, ça allait être une voie verte. Donc en fait, ce qui allait se passer, c'est qu'ils allaient détruire cette rue, refaire plein des rangées d'arbres, ce genre de choses, une voie piétonne et pour la course à pied, une voie pour les vélos et une voie pour les bus électriques. Donc finalement, ce qui était la pire rue allait devenir l'une des meilleures rues de la ville finalement, parce qu'il y allait avoir zéro bruit, ça allait être vraiment agréable, des arbres de partout. Et en fait, le fait de le savoir avant que ça arrive, et du coup c'est ce qui te permet de préméditer un petit peu une hausse potentielle du prix de l'achat et du prix des futurs loyers. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné très vite. Le vendeur n'habitait pas sur place et du coup n'était pas au courant de ce projet. Moi j'étais au courant parce que je suis allé directement à l'urbanisme, et en fait au moment où on a signé le compromis, entre le compromis et l'acte final, les travaux de la rue ont commencé au tout début de la rue en fait, donc assez loin. Et le fait que les travaux commencent à le connaître, les gens vont commencer à s'interroger et vont voir qu'il va y avoir ce projet-là. Et en fait, juste cette partie-là, du coup, le prix du bien a vraiment explosé à la hausse et s'est réaligné au quartier même, donc le truc qui était vraiment dévalué à cause de ça, finalement est remonté très vite à la hausse au niveau du prix, car il s'est aligné en fait au prix de ce qui allait se passer. Donc là on avait vraiment une anomalie qui était très précise et qui allait être résolue. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ce qui va vraiment te permettre dans l'immobilier de te faire des bonnes affaires, de gagner très rapidement de l'argent, de louer très cher, parce que finalement un bien qu'on achetait 2004 du mètre, limite si le revendait direct par la suite, on le revendait 4000 du mètre, donc tu fais une plus-value directe et très facile en n'ayant rien fait, juste en ayant bénéficié d'une information que personne n'avait eue et que tu as eu en avant-première parce que tu t'es renseigné. Et toutes ces anomalies-là, ça peut être de manière beaucoup plus globale aussi. Je sais que là où on a fait des très bonnes affaires pour nos investisseurs, donc que ce soit les participants du club privé, les participants du mentorat ou même des clients de chez B2Ben, donc mon agence immobilière, c'est qu'on les a fait beaucoup investir sur Villeurbanne notamment. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que tu vois une grosse ville qui est en expansion, donc qui est en train de s'agrandir comme Lyon, je reprends toujours Lyon parce que je viens de Lyon de base, Lyon était en train de grossir et du coup les prix de l'immobilier sont en train de grossir. Ce qui fait, c'est que Lyon, ça reste défini, c'est Lyon et ça peut pas s'étendre. Par contre, tu peux avoir ce qu'on appelle le Grand Lyon. Donc ça veut dire que le rayonnement de Lyon va prendre beaucoup plus d'ampleur et va aussi englober d'autres villes. Et en fait là, ce que j'avais dit à des personnes, c'est qu'il y avait Villeurbanne, donc Villeurbanne qui était pas très loin du parc de la Tête d'Or et du 6e arrondissement de Lyon, le secteur qui était un des plus chers de Lyon du coup, ça c'était toujours pareil, mauvaise image parce qu'il y avait eu à l'époque pas mal de logements sociaux, c'était à la base des bâtiments qui ont été faits pour des familles ouvrières qui venaient travailler et ainsi de suite, et du coup c'était un peu des logements de fonction, donc toujours pareil, mauvaise image du secteur, sauf que étant donné que Lyon était en train de grossir à vitesse grand V, je me suis dit c'est obligé que Villeurbanne ne suive pas la même tendance et du coup ne s'aligne pas au moins un minimum à des quartiers corrects de Lyon, simplement parce que c'était collé à Lyon, ça bénéficiait de tous les transports en commun de Lyon, ça bénéficiait d'un accès au parc de la Tête d'Or, et en fait on a fait investir beaucoup de personnes là-bas, et finalement ça s'est révélé très payant, parce que tout ce quartier-là a explosé en termes de prix. On pouvait trouver des biens qui étaient à
allez, quelques milliers d'euros le mètre carré, et maintenant les prix ils sont simplement explosés, simplement parce que ça s'est aligné. Donc vraiment, tu peux avoir aussi une vision un peu plus globale, ou si tu vois une ville qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, donc de plus en plus en France, c'est ce cas de figure-là. Toujours faire attention à la ville, mais certaines villes prennent de plus en plus d'ampleur, et tu as des villes qui sont un peu satellites à cette grande ville, qui ont peut-être un moins bon attrait, une moins bonne image, mais progressivement, quoi qu'il arrive, si la ville grossit, ça va venir les englober, et du coup ça permettra d'augmenter en valeur ce bien. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était de t'ouvrir un petit peu l'esprit sur les anomalies de marché, comme quoi si tu fais attention à tout ce qui se passe et vraiment que tu connais précisément ton secteur, ça te permet de trouver vraiment des très bonnes affaires. Pour récapituler, ce que je te conseille de faire, c'est de connaître parfaitement ton secteur, ton marché, ton secteur de prospection, parce que le fait de bien le connaître, c'est ce qui va te permettre du coup de savoir s'il y a une anomalie de marché ici et si tu peux en bénéficier. Deuxièmement, du coup, c'est d'être à l'affût de toutes les anomalies de marché. Moi, c'est vraiment ce que je fais, où j'essaye d'analyser de manière globale et pourquoi est-ce qu'il y a ces anomalies. Donc vraiment, essayer de déceler. Pour ça, tu peux aller directement en ville, te balader, et des fois, ça peut être, comme je te disais, une rue, un bâtiment ou même un quartier de manière plus globale. Troisième conseil, c'est une fois que tu as analysé, que tu as découvert une anomalie de marché, analyser si toi tu peux la résoudre, cette anomalie, si par exemple c'est un bien, si par exemple voilà, tu peux avoir un effet là-dessus, ou si ça va être corrigé très prochainement, comme par exemple la rue, comme ce que je te disais, la rue qui va être complètement changée, ça a été voté, ça a été acté, c'est juste que ça n'a pas été appliqué pour le moment. Donc voilà, analyser s'il y aura une correction à ce niveau-là, à court, moyen ou long terme, et après en fonction de cette correction-là, si c'est court, moyen ou long terme, en fonction de ta stratégie d'investissement, est-ce que c'est cohérent? Parce que si tu as envie de faire du cash flow tout de suite ou un achat-revente tout de suite, mais que la correction se fera peut-être dans 5, 10, 15 ans, ce qui est le cas par exemple d'une autoroute qui passe en plein cœur de Lyon et qui a été déclassée, mais c'est pas avant de nombreuses années, bah du coup c'est pas cohérent. Mais par contre, si tu as vraiment un aspect patrimonial où tu dis je vais le garder pendant 20 ans et je sais qu'entre temps bah, il y aura ce switch là, bah du coup ça c'est vraiment cool. Et quatrièmement aussi, ce que tu peux faire quoi qu'il arrive, même si c'est pas un secteur spécifique, c'est toujours se renseigner sur qu'est-ce qui va être fait dans ta ville, et de ce qui va être fait, analyser s'il y a des anomalies là-dessus. Si par exemple demain tu veux t'attaquer à une ville, un secteur, tu vas voir l'urbanisme et tu essayes de discuter ou de voir ce qui va être voté, ce qui va être fait dans les prochains temps, et ben ça peut te permettre de réorienter tes recherches. Par exemple, dans ce quartier, tu vois qu'il y aura un énorme changement, comme le quartier de la Part-Dieu par exemple à Lyon, où je fais investir d'autres personnes, et pareil, le prix il a complètement explosé après quelques années après, et ben du coup là tu peux te dire ah ok, je vois que dans ce quartier, dans cette ville, dans ce secteur, il va y avoir de gros changements, je vais m'y intéresser et je vais voir s'il n'y a pas des anomalies, si je peux pas faire des bonnes affaires là, parce que peut-être que le prix est sous-coté, mais une fois que ça sera changé, et ben du coup peut-être que là tu pourras faire des bonnes affaires. Le but, c'est vraiment de te dire d'essayer d'investir au bon moment, au bon endroit, parce que du coup, c'est ce qui va te permettre de vraiment gagner beaucoup plus rapidement beaucoup d'argent, et du coup, par conséquence, de gagner beaucoup plus rapidement ta liberté. Donc vraiment, c'était l'intérêt des anomalies de marché. C'est assez peu parlé du coup sur YouTube ou de partout, mais pourtant, du coup, c'est vraiment ultra puissant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à regarder dans la description. Il y a plusieurs liens, notamment le lien du mentorat, donc c'est l'accompagnement individuel. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, il reste une ou deux places grand maximum, et après je vais arrêter, je vais fermer tout ça. Donc moi je t'accompagne pendant 1 an et je te mets à disposition tout mon réseau immobilier, et on est ensemble pendant 1 an. Sinon, tu as le club privé aussi qui est accessible. Donc c'est là où tu as beaucoup d'informations très spécifiques, très stratégiques qui te permettent d'investir dans l'immobilier et d'avoir de gros résultats et d'intégrer une communauté d'investisseurs immobiliers qui est très motivée. Et tu as aussi une formation gratuite si tu as envie de monter progressivement en compétences et de tester un petit peu mon travail. Donc n'hésite pas à la télécharger, c'est entièrement gratuit. Donc n'hésite pas à regarder tout ça en description. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!